Voilà, l'idée c'est de faire une présentation d'une heure, 3 quarts d'heure. N'hésitez pas s'il y a des questions. Forcément, on restera assez généraliste. C'est des questions générales, avec plaisir de répondre devant tout le monde. C'est des questions forcément qui sont plus spécifiques à votre cas de figure. Avec plaisir, soit pour en discuter à l'issue de la réunion ou reprendre rendez-vous derrière. Forcément, sur le technique qui nous intéresse, on n'aura pas le temps d'aborder tous les sujets immobiliers, parce que l'immobilier, ça peut prendre plusieurs jours en fonction des cas de figure, en fonction des structurations. Donc on a fait le choix de faire le focus sur différents petits points. Et voilà, c'est des sujets sur lesquels vous voulez compléter. Voilà. J'ai pas la science infuse, c'est une expérience. L'idée c'est de pouvoir que tout le monde puisse en profiter. Donc, première slide sur effectivement, peut-être en fonction de porte ouverte, mais quels sont les critères pour investir dans l'immobilier? Là, effectivement, là, je suis plutôt parti sur des milliers d'habitations, en l'occurrence plutôt un appartement. Après, on peut le décliner sur entrepôt, commerce, bureau. Forcément, après, l'investissement peut être différent. Si c'est pour un appartement, c'est plutôt pour de l'investissement locatif. Si c'est pour des bureaux, entrepôts, c'est peut-être plutôt pour un sujet pour l'exploiter dans son entreprise. Donc là, chacun a forcément, en fonction de son activité, des sujets qui peuvent être différents. Tout à l'heure, j'ai disais pour lire plus pour l'habitation. Les trois critères que tout le monde connaît bien, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Bon, quand on a dit ça avec ça, on n'a pas forcément fait avancer beaucoup le sujet. Donc effectivement, ce qu'on peut regarder, c'est pas exhaustif, mais différents critères, le taux de rendement, une notion de prix au mètre carré. Effectivement, parfois, je suis toujours assez interpellé quand on voit du logement neuf, un certain prix au mètre carré, et quand on fasse un logement seconde main qui est peut-être 2 fois moins cher au mètre carré, notamment sur tout ce qui est Pinel, bon, on se dit, ok, est-ce que le prix au mètre carré du neuf est vraiment un prix marché ou est-ce que c'est un prix surévalué? Forcément, le prix au mètre carré, forcément, 2 appartements ne sont jamais comparables, mais ça donne quand même une indication. Et voilà, de façon globale, en fonction des villes, en fonction des quartiers, en fonction des surfaces, on sait quand même avoir des notions de prix au mètre carré. J'ai caricaturé exprès, par exemple, à Lille, un appartement à 10 000 € du mètre carré, bon, soit c'est quelque chose de très particulier avec une très belle terrasse, avec des prestations très haut de gamme, ou le prix n'est pas cohérent. Donc voilà. L'effort de trésorerie par mois, l'emplacement géographique et la copro. Une copropriété, effectivement, c'est comme des points sur lesquels il faut, je vais dire, être en alerte, mais bien regarder quand on achète un appartement notamment. C'est se dire, voilà, le règlement de copro, est-ce qu'il y a des travaux à prévoir, quel est l'état de la copro, est-ce que c'est entretenu régulièrement, est-ce que dans la copro, il y a des copropriétaires qui sont peu scrupuleux et qui, depuis plus rien, ne payent pas leur charge de copro, donc ça peut mettre en difficulté la trésorerie de la copro. Après, sur les copropriétés également, important de regarder quelles sont les charges qui sont individuelles et lesquelles sont collectives, notamment dans une copro, le chauffage est collectif, donc il est récupéré par la copro, dans le cas il est individuel, donc en fonction de ce qu'on veut faire, ça peut également avoir un impact par rapport à ça. Voilà, j'ai pris quelques éléments chiffrés, j'ai pris un prix d'un appartement de 200 000 €, des honoraires d'agence à hauteur de 10 000, des droits d'enregistrement, ce qu'on appelle communément les frais de notaire, et donc on a un total d'investissement de 224 000 €. Donc voilà, j'ai pris un loyer estimé, j'ai soustrait la taxe foncière, donc on a un revenu brut de 9 800 €, et quand on divise l'investissement par le revenu brut, on a un taux de rendement qui est de 4,38. Ça donne une indication, avec ça, voilà, ça permet de comparer éventuellement entre plusieurs investissements, lequel est le plus rentable. Après, forcément, cette rentabilité est liée également à l'emplacement géographique. En règle générale, au plus l'emplacement géographique est de premier ordre, au plus le taux de rendement diminue, alors qu'au plus l'emplacement géographique est un peu différent, au plus le rendement augmente. Après, ça dépend de ce qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche un emplacement ou est-ce qu'on cherche plutôt une rentabilité? Chacun a sa réponse par rapport à ça. Et là, c'est très personnel en fonction des choix qu'on peut avoir stratégiques. Et après, un peu le carré, bon, ça, j'invente rien, ça permet d'avoir effectivement, on a 2008, est-ce que par rapport au prix du marché, est-ce que c'est cohérent Tout ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est avec la loi de finances
une transaction 2024. Malheureusement, j'ai pas de boule de cristal pour savoir ce qui se passe en 2025. Si ça sent une boule de cristal, je suis preneur pour avoir l'information. Parce qu'effectivement, on va comparer l'allocation nue avec l'allocation meublée. Donc là, on est bien sur une personne physique qui souhaite investir dans un appartement, un studio, et se pose la question de se dire, est-ce qu'il a plutôt intérêt à louer l'appartement sans meubles, ou plutôt l'intérêt à le louer avec des meubles. Déjà, il y a des cas de figure où c'est pas forcément possible, parce que on achète un appartement qui est déjà loué, et donc s'il est loué nu, à le passer en meublé, il faut attendre le changement locataire. Parfois, c'est pas opportun qu'on est sur des biens. Je prends le cas d'une maison. Parfois, louer une maison meublée, c'est pas forcément important en fonction de la zone géographique. Voilà. J'ai pris le cas de figure où on était sur plutôt une surface sur l'île dans laquelle il y aurait un intérêt de la louer meublée. Donc, premier sujet, location nue. Donc, rappel pour ceux qui savent déjà, ou précision pour ceux qui n'ont pas encore plus d'informations. Donc là, on parle d'un loyer de 16 000 € par an. J'ai considéré qu'on avait différentes charges d'intérêt d'emprunt, de travaux courants, voilà. On est à 4 200 € de charges diverses. Donc on est sur un résultat qu'on va venir reporter dans la déclaration d'impôt sur le revenu à hauteur de 11 800 €. Voilà, j'ai pris une simulation d'un taux d'impôt sur le revenu, pour rappel, sur ce résultat fiscal. Donc vous avez votre tranche d'impôt sur le revenu, qu'on appelle la tranche marginale, c'est-à-dire que c'est les derniers euros de revenus qui sont taxés à la tranche la plus importante de votre revenu, auquel on vient ajouter forcément les 17,2 de CSG-CRDS. Donc même si une personne n'est pas imposable, elle a automatiquement 17,2 de CSG-CRDS. Et en fonction de la tranche, donc si on a une tranche à 30%, bah 30 plus 17, 47, c'est-à-dire qu'il y a sur le revenu, il y a déjà 50% d'impôt. Donc là, 11 800 € de résultat fiscal, on a un impôt sur le revenu de 5 170 €. Donc là, j'ai considéré qu'on empruntait à 100%, qui est une hypothèse de base, mais donc, tous les ans, on doit rembourser du capital de l'emprunt, sachant qu'il y a bien que la partie intérêt qui est dans les 4 200 €. La partie remboursement de capital, elle n'est pas considérée comme une charge au niveau fiscal. Et donc ça veut dire que, genre, en trésorerie, ça veut dire que tous les ans, on a un effort de cash, effort de trésorerie, dans mon cas de figure de 1 770 €. C'est-à-dire que tous les ans, Monsieur Durand, qui a fait cet investissement dans cet appartement, doit tirer de ses économies 1 770 €. C'est pas forcément c'est beaucoup, pas beaucoup, ça chacun aura son jugement et sa situation personnelle par rapport à ça. Là, on est sur un appartement. Forcément, si la personne a plusieurs appartements, en location nue, bah, l'effort de trésorerie, il peut commencer à devenir relativement conséquent. Et je sais qu'à l'époque, on avait des clients qui avaient fait le choix d'être à la SCI, donc qui avaient fait le choix d'être en impôt sur le revenu. Et en fait, il y avait tellement d'impôts sur le revenu qui devaient augmenter leur rémunération de leur société d'exploitation, augmenter donc leur impôt sur le revenu de leur salaire pour payer impôt sur le revenu. Donc en fait, on est arrivé sur un schéma qui avant n'était plus possible. Donc on verra après, il y avait d'autres possibilités avec d'autres avantages. Et simplement, c'est qu'on est sur deux types de structuration. Donc location nue, voilà, c'est assez classique. Donc j'ai comparé la location meublée, donc j'ai pris les mêmes hypothèses de base où effectivement on vient prendre un loyer identique, des charges identiques. Je n'ai pas considéré qu'il y avait dans mon exemple un peu simplifié, pardon, j'ai pas considéré qu'il y avait des achats de meubles, parce que j'ai considéré que c'était anecdotique. Donc la grosse différence entre la location nue et la location meublée, c'est ce qu'on appelle l'amortissement comptable. Ça va être qu'on considère que le bien, donc, qui vaut 210 000 €, perd, donc comptablement sur le papier, perd de la valeur chaque année. C'est-à-dire que là, chaque année, le bien perd, donc pas en réalité, bien pris, dans nos livres comptables, 5 000 € par an. Et l'avantage du meublé, c'est qu'en fait, cet amortissement comptable est considéré par les impôts comme une charge. C'est-à-dire que mon résultat fiscal, il est plus que de 6 800. On passe de 11 008 en location nue à 6 008 en location meublée. La différence, c'est l'amortissement comptable. On a donc un impôt sur revenu forcément qui devient minoré.
le remboursement de capital de l'emprunt, c'est le même, et donc effectivement, dans mon cas de figure, et dans l'exemple qui t'intéresse à l'écran, c'est que là, on n'est plus en négatif en termes de cash, on est en positif. Donc effectivement, dans la situation, on va dire, schématisée du deuxième point, c'est-à-dire que tous les ans, notre client n'a plus besoin de prendre dans ses économies personnelles, même a un petit état de cash. Jusqu'à présent, entre location nue et location meublée, à la sortie, donc à la vente du bien, on est dans le même régime. Donc exonération des plus-values des particuliers au bout de 30 ans pour être exonéré totalement. À partir de 20-25 ans, on avait déjà une exonération relativement intéressante. Donc effectivement, jusqu'à présent, la location meublée, c'est un peu de la magie, parce que pendant toute la durée de l'investissement, on bénéficie d'un avantage fiscal. À la sortie, cet avantage fiscal n'était pas encore repris. Parce que chaque année, chaque loi de finances, ils ont encore reparlé de la dernière loi de finances, mais comme elle n'a pas abouti pour l'instant dans le carton, ils sont venus me dire, attendez, on a deux régimes dont on a un avantage en location meublée qui n'est pas repris à la fin. Donc la loi de finances, il était venu spécifier, et cette répondu, il m'a dit que ça va être repris, parce que chacun en parle, c'est que l'amortissement comptable va venir impacter la plus-value s'il y a une revente et viendrait augmenter la plus-value à terme. Ce qui est pour moi, aujourd'hui, le système dans lequel on est n'est pas cohérent d'un point de vue intellectuel. On reviendrait pour moi sur une cohérence intellectuelle, parce que c'est pas logique qu'avec la location meublée, aujourd'hui, on arrive à payer peu d'impôts pendant toute la durée du bien, et en plus à la sortie, on est sur une plus-value. Donc on va venir remettre de façon cohérente un sujet. Certaines raisons me disent qu'un certain nombre de députés sont concernés par la location meublée, donc on n'aurait pas encore pris cette disposition pour éviter d'impacter eux-mêmes leur déclaration de personnes d'impôt sur le revenu. Je ne sais pas si là-dessus ça s'appelle des remarques, des questions. J'ai une question, peut-être qu'on va en parler après, mais de quels critères dépend l'amortissement comptable? Comment on le détermine en fait? Bonne question. C'est nous. Non, mais c'est qu'en fait, par rapport à ça, en fait, on va. Donc il y a des règles fiscales par rapport à ça. Si on est très précis, on a des tableaux qui nous disent voilà, il y a une partie qui est du gros œuvre, une partie qui est du petit œuvre, et ensuite on l'amortit sur une certaine durée. Donc la règle c'est entre 30 et 50 ans, si je résumais à l'extrême. Au plus c'est un appartement neuf, on aura une durée d'amortissement un peu plus longue. Si l'appartement est déjà plus ancien, on aura une durée un peu plus courte. Sachant que c'est un premier sujet. Et deuxième point, si on va sur l'amortissement, donc en fait, on doit déterminer dans ma valeur de 210 000 € quelle est la partie de terrain, quelle est la partie d'immeuble. Sachant que la partie terrain, par définition, ne perd pas de valeur quand on ne l'amortit pas, alors que ma notion d'immeuble, elle, perd de valeur. Nous, aujourd'hui, on a deux cas de figure. Soit le notaire arrive à nous dire, dans ces 210 000 €, il y a 10 000 € de terrain, 200 000 € d'appartement. Ça, j'ai jamais. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une règle, on dit, c'est la valeur du terrain, c'est 10% de la valeur du bien. C'est assez aléatoire. Après, pour certains types de biens, qui sont des biens très particuliers, parfois on a une expertise d'un agent immobilier qui dit, voilà, l'expert, qui dit que le bien, donc ça c'est pour des biens qui sont sur une valeur beaucoup plus forte, le bien qui vaut 2 millions d'euros, sur ces 2 millions d'euros, il y a X milliers d'euros de terrain et X milliers d'euros d'immeuble. C'est quand même la valeur. Et sur des biens, on va dire, classiques, on n'a jamais de distinction entre le terrain et la valeur de tout. Donc nous, on fait une règle qui a mieux d'exister. Après, forcément, cette règle 10%, est-ce que c'est logique qu'on applique 10% à Lille, 10% à Paris et 10% dans l'Aveyron? Voilà. Sachant que je ne suis pas expert médium, je ne peux pas vous dire quelle est la plupart des terrains, mais il y a une petite règle par rapport à la durée d'amortissement. Sachant que finalement, je ne l'ai pas précisé aussi ici, en location nue, on a vu tout à l'heure qu'il y avait les frais de notaire et les frais d'agence. En location nue, ces frais de notaire et ces frais d'agence ne sont pas considérés comme une charge, donc on ne peut pas les déduire de la partie des loyers. Bonjour. Donc, on peut pas dire la question nue. Par exemple, dans la question meublée, sur le gâteau, c'est que les frais notaires et les frais d'agence, on peut également les déduire du
Vous voyez, c'est un avantage complémentaire que je ne suis pas plus spécifié ici, et c'est qu'effectivement aujourd'hui, un bien comparable entre location nue versus location meublée. Alors aujourd'hui, la location meublée a tous les avantages par rapport à la location nue. Donc, la question qu'on peut me poser parfois, c'est de dire là, j'ai un appartement qui est en location nue, j'achète un appartement qui est loué en nu, le locataire part, qu'est-ce que je dois faire et si je veux passer en location meublée, qu'est-ce que je dois faire? Effectivement, il y a plusieurs sujets. Il faut quand même s'assurer que le règlement de copro n'interdise pas spécifiquement ce genre de sujet, notamment plus pour du Airbnb, on a certains règlements de copro qui interdisent toute la partie Airbnb, et si on se met en infraction par rapport à ça, parce qu'on n'est pas vu, pas pris. Par contre, si on est pris, sur pareil, il y a pas mal de jurisprudence par rapport à ça, et ça peut être des amendes relativement importantes. Il faut créer un numéro SIRET, parce qu'en location meublée, on est considéré comme une activité commerciale. On a une existence juridique par rapport à ça. Et on doit également déterminer la valeur du bien. Donc il y a deux possibilités, soit le bien a été acheté il y a peu de temps, dans ce cas-là on prend la valeur d'achat, ou c'est un bien qui depuis 10 ans a été loué location nue, et au bout de 10 ans vous souhaitez mettre en meublé, parce qu'effectivement il faut déterminer la valeur du bien pour la base d'amortissement. En ce cas, moi, ce que je demande aux gens qui conseillent, c'est qu'ils puissent avoir une estimation soit d'un notaire ou soit d'un agent immobilier qui dit voilà, le bien vaut autant, comme ça me permet de partir sur cette base d'amortissement. On a remis ici le mobilier obligatoire pour la location meublée. Ça, c'est juste que vous retrouvez sur Internet. Il y a 15 critères obligatoires, parce qu'effectivement, à l'époque, il y a des gens qui disent bah, je loue un appartement meublé, je mettais une chaise, une table, c'était du meublé. Le législateur est venu quand même mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et effectivement, l'état d'esprit dans lequel il faut le retenir, c'est-à-dire voilà, si je mets mon appartement en location meublée, il faut que mon locataire puisse venir avec sa valise, ses draps et ses chaussettes. Donc c'est-à-dire qu'il voilà, faut vraiment qu'il soit équipé, et qu'on parle d'équipement, on parle également de rideaux, des couverts, vraiment avoir un équipement complet par rapport à ça. Et c'est important dans le bail qui est rédigé entre le locataire et le propriétaire sur la location meublée, de bien reprendre l'inventaire du matériel, parce que si demain il y avait un sujet à la question fiscale dans un tunnel, votre bail c'est pas un bail meublé, ça ne respecte pas les critères définis par l'entreprise, on peut dire mon inventaire spécifie bien qu'il y a l'ensemble des critères qui sont par rapport à ça. Autre, donc location meublée, on peut avoir une différence entre la location meublée régime réel. Donc là c'est le chapitre location meublée. Effectivement, en location meublée, pour être très précis, il y a deux régimes possibles. Il y a le régime réel et le régime du micro. Le réel, on l'a vu, on a amorti au réel. En micro, en fait, l'État nous dit qu'on a un abattement de 50%. C'est-à-dire qu'au lieu d'imposer un loyer à 16 000 €, on a un loyer à 8 000 €. Et donc, en fonction du montant du loyer, il peut être plus ou moins opportun d'être soit au réel ou au micro. En régime, pour tous les études qu'on fait pour nos clients, le réel est souvent plus intéressant que le micro. J'ai entendu dire la semaine dernière que l'abattement passait à 30. Après, ça dépend en fait sur quel régime. Là, on est sur du. En fait, au niveau du micro, ça dépend est-ce qu'on est sur la location meublée longue durée, est-ce qu'on est sur la location touristique. Ouais. Et en fonction de la location touristique, est-ce que c'est une location touristique classée ou pas, il y a des différentes subtilités par rapport à ça. Là, je suis sur un cas simple, location meublée longue durée. Mais après, effectivement, en fonction si on est sur du Airbnb, courte durée, si on est classé ou pas, on peut avoir des abattements qui sont différents. Pareil, j'aborderai pas du tout le sujet ici, mais c'est pour ça que je dis que le sujet immobilier est un sujet très vaste. Il y a tout le sujet de ce qu'on appelle la para-hôtellerie. C'est le cas de figure où un client met en location un appartement, soit de façon directe ou indirecte, et il propose les services para-hôteliers. Donc c'est des services qui sont similaires à l'hôtel, accueil personnalisé, ménage, petit déjeuner et changement d'air. Donc en fait, quand on est dans ce cadre-là, soit pour des résidences étudiantes, soit pour des EHPAD, ou soit on a pas mal ça sur les stations plutôt balnéaires ou des stations de ski,
Donc en fait, ici là, on a un sujet de notion de TVA. Ça veut dire que le loyer qu'on facture au locataire est soumis à TVA. Par contre, en contrepartie, tout ce qui est l'achat du bien, s'il est soumis à TVA, et tout ce qui est investissement qu'on fait dans le bien, on peut récupérer la TVA sur le bien. Donc là, c'est encore un autre cas. Et parfois, dans ce cas de figure, ça peut avoir intérêt parce que une personne achète un bien 240 000 € TTC, en logement neuf, avec des services par hôtelier. Dans mon cas de figure, elle pourra récupérer 40 000 €, elle aura un remboursement de 40 000 € de TVA auprès des impôts. Par contre, en contrepartie, pendant 20 années, 20 années, c'est pas un chiffre au hasard, c'est un chiffre donné par la loi, pendant 20 ans, elle doit louer son bien avec des services para-hôteliers pour avoir une notion de TVA sur les loyers. Si elle arrête sa location avant 20 ans, mettons au bout de 5 ans, elle doit verser 15 vingtièmes des 40 000 € de TVA. Voilà. C'est encore le cas que j'aborderai pas pour aujourd'hui, mais c'est encore une spécificité de l'immobilier. Mais effectivement, c'est un cas de figure, c'est intéressant pour les sujets sur lesquels il y a la TVA. Voilà, on a un client effectivement qui sur la côte de Pâle a acheté un bien neuf. Il fait de la service par hôtellerie, donc pas forcément lui directement, il passe par un tiers. Par rapport à ça, c'est toute une jurisprudence. Et effectivement, il a pu récupérer la TVA à l'achat, et dans tout ce qui est investissement qu'il fait, achat de meubles, ça, il peut récupérer la TVA. Et la TVA sur les loyers est de 10% en France métropolitaine, et si on est en Corse, on a un taux de 2,10. Et para-hôtelier, du coup, c'est pouvoir permettre aux gens de se restaurer, mais jusqu'à quelle limite, en fait, finalement? En fait, c'est la fourniture du petit déjeuner. Uniquement. Oui, donc en fait, moi, ce que j'ai pour hôtelier, c'est-à-dire qu'il faut avoir les mêmes services qu'à l'hôtel. Quand vous allez à l'hôtel, vous avez la possibilité d'avoir le petit déjeuner. Vous le prenez pas, c'est votre choix en tant que client. Par contre, demain, vous faites de la para-hôtellerie, ça, vous devez proposer le petit déjeuner à vos clients, à vos autres. Ils ne prennent pas, ça, c'est pas le sujet. Par contre, il faut le proposer. Soit de façon directe, c'est-à-dire que c'est vous qui allez acheter des petits pains, tout ça, ou éventuellement passer par une société extérieure. Par contre, attention au jour de montage, on voit rapidement que si je prends l'exemple de 240 000 €, on a 40 000 € de remboursement de TVA, c'est très alléchant. Par contre, il faut bien prouver que les services de para-hôtellerie ont bien été fournis. Parce que si demain on a un contrôle fiscal, l'administration fiscale, le premier sujet qu'elle va révéler, prouvez-moi bien qu'on a des sujets de para-hôtellerie. Parce que si on n'arrive pas à le prouver, rendez-vous les 40 000 € de TVA qui ont été remboursés. Donc là, on a parlé location nue, location meublée. La question que j'ai souvent, c'est de se dire voilà, j'ai envie d'acheter un appartement, comment je dois l'acheter? Est-ce que je dois l'acheter à titre personnel? C'est ce qu'on appelle l'indivision. L'indivision, c'est qu'il y a deux personnes. Donc là, monsieur et madame sont mariés, ils veulent acheter un appartement pour le louer. Est-ce qu'ils ont l'intérêt à l'acheter en indivision ou l'intérêt à l'acheter en société? Là, j'ai le cas de la SCI. Après, ça pourrait être d'autres types de sociétés, SRL de famille, SAS. J'ai fait le choix de la SCI là aujourd'hui. Après, on peut encore subdiviser les modes de structuration. Forcément, c'est l'image de la vie. Il n'y a pas un choix magique et un choix à éviter. Parce qu'en fait, si on ne serait pas là, et toute la partie, si on personne ne se pose la question, je ne suis pas sûr que ChatGPT nous réponde franchement sur la question, en tout cas de façon personnalisée. Il y a des avantages et des inconvénients. Donc l'indivision, c'est le cas le plus simple et le plus commun. Et en fait, même pas mal de personnes, quand ils achètent, ils ne savent même pas que c'est l'indivision. En fait, quand ils achètent monsieur, madame, techniquement, ils sont en indivision, en fait, ils ne savent même pas parce qu'ils achètent à titre personnel. Dans ce cas-là, il n'y a aucune formalité, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Effectivement, demain, on passe par une structuration d'une société, SCI ou autre type de société, là, on vient créer une personnalité morale, et donc il faut des formalités de création, rédaction de statut, création de numéro SIRET, et puis là, effectivement, il y a des frais liés à cette création. Dans la gestion, au niveau de l'indivision, c'est les règles légales, il n'y a pas de formalité particulière à faire par rapport à ça. En SCI, effectivement, il y a un ou plusieurs gérants qui viennent replanter la société, et effectivement, chaque année, on est, j'ai logiquement, parce que c'est pas forcément
qu'à partir du moment où on doit tenir une comptabilité et également tenir une assemblée générale. Donc la société, effectivement, en termes de gestion, est un peu plus lourde à gérer que si on est en indivision. En cas de mésentente, effectivement, quand on est en indivision, si les deux personnes indivisaires ne s'entendent plus, dans ces cas-là, ils pourraient aller en justice. Bon, c'est quand même assez hypothétique, et on pourrait demander en justice que la vente du bien soit faite de façon forcée. En SCI, c'est les statuts qui viennent régir les sujets. En SCI, effectivement, j'ai trois personnes, M. Dupont, M. Durand et M. A. M. A veut sortir de la SCI, il peut vendre ses parts soit à ses deux autres associés, ou après, en fonction des sujets d'agrément, il peut faire intervenir une personne qui prend sa place à la place de M. A. Et au niveau de la construction du patrimoine, effectivement, en indivision, on peut le faire, mais c'est moins évident, on peut moins travailler sur le sujet, alors qu'en SCI, effectivement, il y a tout un sujet évoqué tout à l'heure avec éventuellement l'intervention d'un notaire. On peut, ce qu'on appelle démembrer les parts, donc nue propriété, usufruit. Donc effectivement, là pareil, on peut pas faire du jour entier, mais en fait, on vient séparer le fait de posséder l'usage et le fait de posséder les fruits. Donc la nue propriété, dans ce cas-là, revient en règle générale aux enfants. L'usufruit est gardé par les parents. Le principe, c'est que pendant que les parents détiennent l'usufruit, ils ont les fruits des loyers. Le jour où les parents viennent à disparaître, dans ce cas-là, l'usufruit rejoint la nue propriété, et à ce moment-là, il n'y a plus de droit de succession par rapport à ça. Et l'avantage d'anticiper les sujets, c'est qu'en fait, le barème fiscal nous donne une valeur de la nue propriété et de l'usufruit en fonction de l'âge de la personne qui donne. Donc au plus on donne tôt, au moins le coût fiscal est important. Forcément, par rapport à ça, quand on parle de transmission, l'idée c'est de pouvoir effectivement réfléchir, se dire là, si on est en SCI ou en société SARL de famille ou SAS, que ce soit aussi bien sur l'immobilier que sur la partie exploitation, se dire effectivement, je souhaite transmettre à mes enfants, c'est une bonne idée. Après, forcément, il y a des contingences. J'aime bien dire donner ses données, reprendre ses volets. C'est-à-dire que si je dis aujourd'hui j'ai 40 ans, j'ai donné à mes enfants, et en fait dans 10 ans, non, je veux les reprendre pour pas revenir en arrière. Et ensuite, effectivement, si mettons on est sur l'immobilier, on vient démembrer les parts, donc les enfants ont l'usufruit. Et ça veut dire que si on vient distribuer, donc on vient vendre un des biens de la SCI et on vient distribuer la trésorerie de la SCI vers la personne physique, en fonction des clauses de statut qui ont été prises, et éventuellement, il y a une partie d'argent qui peut revenir aux enfants. Donc attention, dans ce genre de disposition, c'est bien avoir les avantages et les inconvénients. Transmettre, effectivement, ça permet de réduire les droits de succession, mais attention, il y a un client qui a 40 ans qui dit « Ah voilà, je souhaite déjà transmettre à mes enfants ». Je dis on va déjà voir combien ça coûte. Je dis c'est peut-être une bonne idée sur le papier. Attention, vous êtes encore jeune, vous avez 2 enfants aujourd'hui. Déjà la première question que je pose, qui est un peu discrète au client, mais est-ce que votre famille est complète ou pas? Parce que si leur famille n'est pas complète, ils donnent à leurs 2 enfants. S'il y a un 3e qui arrive, ça veut dire qu'il faut rééquilibrer le sujet. Donc c'est des sujets qui sont intéressants, mais qui ne sont pas tranchés. Chaque personne, c'est des choix différents. Et attention de ne pas se dire je vais tout donner, ou au contraire, rien donner. Parce qu'au cas comme ça, on a peut-être des clients qui, pour différentes raisons, n'ont rien voulu, n'ont pas transmis. Effectivement, le jour où si tout le patrimoine est dans la SCI et il n'y a pas de liquidité en face, c'est-à-dire que quand les parents viennent décéder, il y a des droits de succession relativement lourds à payer, et l'impact, s'il n'y a pas de trésorerie en face, les héritiers doivent vendre une partie du patrimoine immobilier pour payer les droits. Voilà, ça a manié avec précaution, avec l'avantage de En tout cas, c'est intéressant de réfléchir sur ce sujet et de se dire, moi, personnellement, comment je vois les choses. C'est un client qui me dit non, moi, c'est mon patrimoine. Voilà, donc je cherche chacun son appétence par rapport à ça, et c'est la réflexion là-dessus. Sur la partie indivision SCI, je ne sais pas s'il y a des remarques, des questions.
Il n'est jamais trop tard de mettre des biens dans une SCI. En fait, si vous avez des biens à titre personnel et les mettre dans une SCI, en fait, l'impact, c'est en fait, on change de propriétaire. Ça, c'est plus vous qui êtes propriétaire des biens, c'est bien la SCI. Donc là, en règle générale, il y a plusieurs cas de figure, mais le cas classique, souvent, on passe par une vente du bien. La vente, elle a 3 conséquences. La première conséquence, c'est que vous passez devant chez notaire, donc on repaye des droits d'enregistrement, donc de 7-8%. Première conséquence. Deuxième conséquence, en fonction de depuis combien de temps vous avez votre bien, si depuis plus de 30 ans, vous êtes exonéré de plus-value, donc ça peut être intéressant. Par contre, si le bien vous avez depuis plus de 10 ans et qui a pris beaucoup de valeur, vous allez payer beaucoup de plus-value à titre personnel. Ça, c'est la deuxième conséquence. Troisième conséquence, effectivement, par exemple, dans certains arbitrages, si je prends un exemple, le bien vous avez depuis plus de 30 ans, donc il est exonéré de plus-value. À l'avantage, vous pouvez le faire revendre à une société. Et la société, en contrepartie, va vous rembourser, soit via un emprunt bancaire ou via un crédit vendeur, va vous permettre de réavoir du cash à titre personnel pour éventuellement faire d'autres sujets. Donc la question, c'est bien valeur, en fait, ça s'étudie, mais effectivement, dans certains cas de figure, il peut y avoir intérêt à le faire. Ce que je veux dire, c'est jamais. On peut toujours passer de titre personnel à SCI, mais il y a quand même des dommages collatéraux, et donc il faut les mesurer. Donc là, on a parlé location meublée, location nue, on a parlé indivision SCI. Sur la SCI, j'étais resté assez générique, j'étais resté sur une SCI de façon globale. Si on vient effectivement approfondir un peu le point, on a 2 types d'imposition au niveau de la SCI. SCI à l'impôt sur revenu, SCI à l'impôt sur société. Le débat il est sans fin, on pourrait réunir 15 professionnels sur le sujet, on aurait 15 avis différents. Donc voilà, c'est toujours des sujets qui amènent beaucoup de littérature et beaucoup de questionnements. Forcément, j'aime bien dire, c'est pas parce que vous faites le choix de la SCI à l'IR ou de la SCI à l'IS que vous allez rater votre vie ou la réussir. Heureusement, parce que sinon, c'est un peu embêtant. Peut-être juste pour repréciser. Juste un point. Vous avez dit les 15 professionnels, il y a 15 avis différents. Il y a un point sur lequel il ne regarde pas, c'est la notion de temps. À mon sens, plus on a du temps patrimonial devant soi, plus le choix de la CILIS est favorable. Je ne sais pas si celui qui a une durée de détention d'un patrimoine plus de 20 ans, mieux vaut l'IS. Oui, effectivement, par rapport à ça, il y a le sujet, effectivement, c'est le temps, c'est un sujet. Le sujet, est-ce que le bien va générer une plus-value relativement forte à terme ou pas? Parce que si on a un bien qui va générer une très grosse plus-value, à la SCI, à l'IS, pour moi, au plus le bien aura une rentabilité faible et au plus il va générer une plus-value forte, au plus il a intérêt à être un peu sur revenu. Je prends le cas à l'époque, ce qui était peut-être moins le cas, mais du marché parisien. Marché parisien, en règle générale, plutôt des faibles rentabilités par rapport à ce qu'on investit. Par contre, on avait à l'époque, c'était un peu moins maintenant, plutôt des belles plus-values sorties. Donc là, j'aurais peut-être été plutôt sur un sujet à l'impôt sur revenu. Effectivement, sur un sujet où j'avais le cas de figure de clients qui avaient acheté un bien, peut-être d'autres derrière, et j'aurais dit voilà, quelle est votre durée de détention? Ils m'ont dit on veut transmettre aux enfants. En fait, j'aurais dit la SCI à l'IS a certes des inconvénients, mais par rapport à une durée de détention longue, a des avantages. Et après, il y a des cas de figure aussi où en fait, on n'a même pas le client n'a même pas le choix. Quand je dis pas le choix, c'est qu'en fait, c'est tellement. On verra après la différence entre impôt sur revenu, impôt sur société, d'un point de vue avec des chiffres, mais l'impôt sur revenu est tellement confiscatoire qu'en fait, il y a des clients qui paieraient tellement d'impôt sur revenu qu'en fait, ils sont obligés de passer à l'IS. En fait, c'est même plus un choix. En fait, on dit là, si vous avez un impôt sur revenu, vous allez payer plusieurs dizaines de millions d'euros d'impôt sur revenu par an, et en fait, vous n'avez pas les revenus qui ont bien. Et de fait, c'est pas forcément l'IS. Mais effectivement, sur global, sur le résumé, c'est au plus le temps est long, au plus l'IS peut avoir un intérêt. Donc, SCI impôt sur revenu, SCI impôt sur la société. Bon, l'idée, c'est de rester sur des choses. Comment dire? Après, on peut faire des slides, mais c'est rester sur des choses relativement génériques. Et mon objectif, c'est que chacun puisse, à la fin de la réunion, dire ok, j'ai ma plein de entre les deux. Donc, à l'impôt sur le revenu, fiscalement, c'est comme si vous étiez imposé dans votre déclaration personnelle d'impôt sur le revenu. Donc, on a un bien, je compte sur l'exemple de mon bien, 16 000 euros de loyer,
il génère un revenu de 10 000 euros en revenu foncier. Ces 10 000 euros, ce bien, la SCI appartient à mon épouse et à moi. Ces 10 000 euros, c'est un revenu dans ma déclaration d'impôt sur revenu. Et dessus, j'ai payé mon impôt sur revenu et ma CG-SADES. Ça, c'est qu'on est à l'impôt sur revenu. Donc, ça veut dire que la SCI n'est pas imposée elle-même, elle est imposée au niveau des SCI. Après, effectivement, on peut venir compliquer le montage en mettant une SCI impôt sur revenu, une holding au-dessus à l'IS. C'est du montage, mais ça, on pourra le creuser plus s'il y a des questions là-dessus. À l'impôt sur les sociétés, donc là, il n'y a pas d'imposition directe chez moi à titre personnel. On est imposé au niveau de l'impôt sur les sociétés de la société. Donc, on a un taux jusqu'à présent de 15% de 0 à 42 500 euros d'impôt sur les sociétés, ce qui est le même taux que qu'on est en SCL ou en SS en commercial. Par contre, si je souhaite prendre du cash de la SCI à l'impôt sur les sociétés à moi à titre perso, je passe par un dividende, flat tax qui va sûrement évoluer dans le futur. Donc là, je dis qu'on a un taux de 30%, après plus sur les impôts spécifiques, mais voilà. Donc, à l'IR, on a imposé directement. Donc, on a vu à l'IR, impôt sur revenu, on a un taux, son taux marginal plus 17,2. Je prends un client qui a 30% plus 17,2, ça fait qu'il y a 50% d'imposition sur ses loyers. À l'impôt sur revenu, on a un taux que de 15%. Donc, déjà 50 versus 15. Il y a déjà quand même un gap qui se crée. Premier sujet. Deuxième sujet, c'est au niveau de la déductibilité. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir, en SCI impôt sur revenu, quelles sont les dépenses qu'on peut déduire. À l'impôt société, quelles sont les dépenses qu'on peut déduire. À l'impôt sur revenu, on ne peut pas déduire grand-chose. On peut déduire des dépenses d'amélioration et quelques frais de gestion, si je résume. Les SCI à l'impôt société, effectivement, là, pour le coup, on peut tout déduire. Forcément, l'impôt sur revenu peut avoir un intérêt si on achète un bien qui est en ruine. Parfois, des étrangers me disent « Ah oui, super, on prend un déficit foncier. » Parce qu'en fait, l'agent immobilier, enfin, je vais vous dire ce que j'en pense, l'agent immobilier va vous dire « Si les travaux que vous allez faire dans cet appartement, voilà, le sol, la cuisine, le bain, vous allez pour 15 000 euros, ces 15 000 euros, vous allez pouvoir les déduire de votre revenu foncier. Et si ça dépasse jusqu'à 10 700, vous allez pouvoir les déduire de vos autres revenus. C'est-à-dire que si vous avez un revenu salarié de 30 000 euros, que vous avez un excédent de déficit foncier de 5 000 euros, vous ne serez pas imposé sur 30 000 euros sur vos revenus, vous serez imposé sur 25 000 euros. Après, forcément, il faut que ces travaux, ce qu'on appelle le déficit foncier, il faut que les travaux en valent la peine. Parfois, je vois certains milieux super déficit foncier, mais avec l'appartement qu'on achète, il est en ruine, il est quasiment aussi cher que l'appartement en face qui est neuf. Donc, ok, ça crée un déficit, mais il faut quand même bien avoir un qui projette le temps. Et dans la SCI impôt société, c'est comme la location meublée, on peut également déduire l'amortissement au niveau des loyers. Donc, si on revient pendant la durée de détention, effectivement, on peut dire que l'impôt sur la société, c'est quand même de la magie. On a un taux plus faible d'impôt et en plus, on a une base faible. Bon. Forcément, la magie s'arrête à un moment. Et ce qu'on évoquait juste tout à l'heure, c'est que c'est par rapport à la vente du bien. Quand on est à l'impôt sur revenu, quand on vend son bien, on peut avoir des abattements, des exonérations pour durée de détention. Au bout de 30 ans, en l'état actuel, à l'époque c'était 15 ans, donc les lois peuvent évoluer. Au bout de 30 ans, on est exonéré totalement de plus-value. Après, forcément, certains clients qui me disent « 30 ans, Charles, t'es gentil, mais c'est long, quoi. » Alors qu'à l'impôt sur les sociétés, on a bien compris, comme on amortit le bien tous les ans, si j'amortis mon bien sur une durée de 30 ans, au bout de 30 ans, mon bien en comptabilité il vaut 0. Donc ma plus-value et mon prix de vente moins mon prix en comptabilité. Donc si j'ai une prix de vente à 300 000 euros, mon comptabilité, mon bien il vaut 0. Donc c'est-à-dire que j'ai une plus-value sur une base de 300 000 euros. Donc là la plus-value, j'ai payé mon impôt sur les sociétés, 15% puis 25%.
l'argent restera dans la SCI à l'impôt sur les sociétés. Donc là, deux possibilités, soit le cash qui est dans la SCI, je refais un nouvel investissement et on peut utiliser le cash par rapport à ça, ou si le cash, je souhaite le sortir à titre personnel pour faire un voyage du monde, bah là on repasse par la case dividende. Donc effectivement, si on résume, pendant toute la durée de vie du bien, la SCI à l'impôt sur les sociétés est relativement avantageuse. Par contre, à la sortie, on peut avoir des dommages collatéraux. Après, il y a des cas de figure où sur une durée longue de détention, bah, les gens disent bah, moi je préfère pas payer d'impôt tout de suite et je préfère le décaler à plus tard. Et certains, pour les cas de figure, des gens disent en fait, Charles, en tous les cas, j'ai pas la possibilité, si j'ai un peu sur de payer un peu sur tout de suite. Comme je leur dis, on va l'IS. Donc aujourd'hui, effectivement, de façon globale, on a quand même beaucoup plus de SCI, de gens qui font le choix d'être à l'IS qu'à l'impôt sur le revenu. Pour toutes les raisons qu'on a dit, quand on parle de génération de 30 ans, certains spécialistes disaient même qu'à terme, ils passeraient de 30 à 50 ans. Donc 50 ans, autant dire qu'à moins d'avoir une espérance de vie de 150 ans, mais qui commençait très jeune, et ça risque d'être un peu compliqué. Là, j'ai repris le même schéma, même hypothèse que le location meublée, pour comparer la SCI à l'impôt sur le revenu et la SCI à l'impôt sur société. Donc, impôt sur le revenu, après les salaires, on pourra vous envoyer un CV. À l'impôt sur le revenu, on a bien compris que ce n'est pas la SCI qui est imposée au niveau de la société, c'est les personnes physiques qui sont imposées. Donc je prends toujours le même exemple, hein, 16 000 euros de loyer, 4 200 euros de charges. Dans la SCI à l'impôt sur le revenu, je n'ai pas d'amortissement comptable qui est déductible fiscalement. Comptablement, je peux le comptabiliser, mais fiscalement, il n'est pas déductible. J'ai un revenu fiscal, et donc en fait, j'ai une trésorerie nette de 1770. En fait, je reviens comme si j'étais en indivision. À l'impôt sur les sociétés, on est avec un amortissement comptable, donc là, de 5 000 euros, et donc effectivement, on a une trésorerie nette de 2 700 euros par an, qui permet soit de réinvestir, ou en tout cas d'utiliser la trésorerie par rapport à ça. Donc effectivement, pendant toute la durée de vie, notamment pendant toute la durée de l'emprunt, les SCI et l'IS, si on a un emprunt sur 15 ans, si on fait 2780 x 15 ans de cash versus 1800 euros x 15 ans de cash, effectivement la différence de capacité de réinvestissement est quand même quand on y fait en termes. Après, il y a la question que je pose souvent, c'est de se dire aussi, est-ce que vous allez acheter un bien ou est-ce que vous en allez acheter plusieurs? Si effectivement il n'y a qu'un bien qui est acheté, la SCI à l'impôt sur le revenu, on peut encore avoir la capacité à trouver 1700 euros de cash par an. Si effectivement la personne me dit moi j'ai acheté un bien tous les ans, en fait à un moment on n'y arrive pas. Donc voilà sur la partie SCI, IAIS. Après effectivement j'ai évoqué, on peut avoir des montages. Là on a vu SCI impôt sur le revenu, on a vu cas de figure simple où elle appartenait directement à monsieur madame. La SCI peut après appartenir à une holding, voilà, faire différents montages par rapport à ça pour ensuite pouvoir optimiser les sujets. Forcément chaque sujet a ses avantages et ses inconvénients. Également j'interpelle toujours les clients, c'est-à-dire si un client vient nous vendre en disant hey Charles, j'ai envie de créer 3 SCI, 4 holdings. Je dis bon, on va commencer par le démarrage, on va d'abord commencer à créer les SCI, acheter un premier bien, parce que le but c'est pas non plus commencer à créer des inégales et avoir un nuage de sociétés, parce que qui dit société, il faut les créer, il faut avoir un compte bancaire, il faut avoir une comptabilité, avoir une gestion, voilà, payer les comptables, voilà, comptabilité, c'est cher en plus. Donc voilà, se dire toujours pareil, se dire quand je fais un choix, il faut déjà qu'il soit en corrélation avec ce que je vais mettre en place, et après pareil, le choix n'est pas non plus figé dans le temps. Comme on va dire, si on a des biens à titre personnel, on peut éventuellement toujours les revendre dans une société à l'IS. Par contre, effectivement, il peut y avoir des dommages collatéraux. Bien avoir en tête, on peut passer d'une SCI impôt sur le revenu à une SCI impôt sur société. Par contre, on ne peut pas revenir en arrière. Parfois, il y a certains clients qui disent mon Charles, je ne veux pas ce truc-là, je ne sais pas entre l'IR, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur société ce que je dois faire. Ils hésitent. Je leur dis on va faire ce que je dis très simple. Première année, on va être à l'impôt sur le revenu. Et on fait une année comme ça, et ensuite, on voit ce qui se passe. C'est également une possibilité. Alors que si on est à l'impôt société, pour le coup, quand on est à l'impôt société, c'est irrémédiable, on peut revenir à l'impôt. Si c'est un parking, est-ce qu'il y a aussi un amortissement comptable qui se
Le parking, en fait, c'est considéré comme un terrain. On peut éventuellement mettre peut-être. Si c'est un box, on peut considérer qu'il y a peut-être 3 points de mur, une porte de garage, et ensuite une partie d'amortissement. Et la partie d'amortissement, en fait, serait quasiment inexistante. C'est comme si demain vous achetez. J'ai un client qui a racheté un bout de terrain dans sa SCI. Ce terrain-là n'est pas amortissable. Par contre, la conséquence, s'il n'est pas amortissable, on n'a pas d'économie d'impôt tous les ans. Par contre, le jour où il revend son parking ou son terrain, forcément la base comptabilité n'a pas bougé. Il a plus forcément. Et oui. Voilà, on touche à sa fin. Donc effectivement, ce que nous on sait faire, ce qu'on peut faire, et quand je dis on sait faire, c'est pas forcément tout ça, ça peut être avec un notaire, avec un avocat, avec la banque qui vous suit. Donc nous effectivement c'est aide à la précision entre location nue, location meublée et SCI. Parce que parfois on a des sujets aussi de clients qui en fonction du montant de travaux qu'ils vont faire dans leur appartement, c'est-à-dire voilà, est-ce que c'est plus intéressant de passer en location nue, de rester en location nue pour pouvoir déduire et créer du litige foncier, et au bout de 3 ans, passer en location nue. Il y a peut-être des arbitrages à faire par rapport à ça. Donc après, effectivement, aider la personne qui souhaite voilà, un peu monter le dossier financier en fonction des capacités d'apport, des montants de remboursement, qu'est-ce qu'il faut faire. Accompagnement au choix du bien immobilier. On n'est pas spécialiste on n'est pas agent immobilier, mais voilà, par rapport à notre expérience, notre ressenti, vous dire voilà, ce type de bien, quels sont les avantages et les inconvénients. On va essayer de faire l'introduction effectivement sur la partie copro, emplacement, différents sujets qui peuvent là, avoir des points d'alerte. Sélection des partenaires bancaires et ensuite évidemment assistance au niveau des déclarations fiscales. Donc là, déclaration d'impôt sur revenu, déclaration de caisse meublée, déclaration sur la partie SCI. Et après, effectivement, un peu sur revenu, c'est un peu sur revenu. Et il peut y avoir également des sujets, je ne vais pas aborder ce matin, mais des sujets d'impôt sur la fortune en fonction des cas de figure, en fonction des patrimoines des clients. Voilà pour la présentation. Donc effectivement, les différents critères sont à prendre avant d'investir dans l'immobilier. Là, j'ai pris le cas d'un appartement. Forcément, là, on a un appartement de 210 000 €. Si on est sur des bureaux, des entrepôts, une usine, sur des montants avec un zéro ou même plus derrière, effectivement, les différences sont encore plus fortes. Et tu vois, on voyait sur un bien de 200 000 €, on avait 1 700 € d'effort d'épargne à faire à l'impôt sur le revenu. Si on est sur un bien à 2 millions d'euros, en fait, on voit que c'est possible. Ensuite, donc, évaluer la version plus adaptée et accompagnement sur la partie mise en place. Voilà pour la présentation de ce matin. Donc, effectivement, l'idée c'était d'avoir quelque chose de relativement ouvert. Après, chaque cas est différent, chaque problématique est différente. Soit effectivement, il y a des questions qui sont génériques, avec plaisir pour y répondre maintenant. Sur les questions particulières, soit on se voit à la fin de la réunion, ou on prend rendez-vous pour évoquer les sujets ensemble. On peut faire du meublé en SCI. En tout cas, si du meublé en SCI, si ta SCI est à l'impôt sur le revenu, elle bascule automatiquement à l'impôt sur la société. Ah oui, Parce que c'est plus du patrimonial, c'est du commercial. Et si ta SCI est déjà à l'impôt sur la société, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Nous, ce qu'on fait par rapport à ça, pour cet avantage, c'est que le client est à l'impôt sur le revenu, il veut louer en résidence secondaire, il veut louer sa résidence secondaire. Pour l'inconvénient, s'il passe à l'IS, c'est irrévocable, parce que là, en fonction des associés, mais si les associés sont de la famille, on transforme la SCI d'impôt sur le revenu en SRL de famille. le but c'était de l'investissement en coloc. Donc après, il faut voir qui sont les actionnaires, voir est-ce que ça vaut la peine de faire une SRL de famille ou passer à l'IS directement. Et si effectivement, SCI à l'impôt sur le revenu qui fait du meublé, et je considère que ce meublé, c'est plus de 10%, c'est majoritaire dans l'activité, parce que là, on bascule à l'IS. Donc l'IS avec tous les avantages et les inconvénients. Effectivement, aujourd'hui, on a un certain nombre de clients qui veulent la résidence secondaire, SCI un peu sur le revenu, puis d'un coup ils sont mis à louer sur un Airbnb. En fait, là, on bascule automatiquement à l'IS. Et c'est
Si on n'a pas anticipé le sujet, ça peut être assez impactant au niveau de la vente. Si la conserve, sans doute c'est moins grave, mais si la vente, il a fallu, c'est fait. C'est la même base. Oui. Moi j'ai un appartement meublé, mais je n'ai pas de numéro de SIRET. Donc apparemment c'est obligatoire, c'est ça, à partir du moment où c'est meublé. Là, vous êtes en micro ou en réel, vous ne savez pas? J'ai une société de marchand de biens et à côté du meublé à titre personnel. Ouais, mais ça, dans votre déclaration un peu sur lui, vous le déclarez comment? Si vous le déclarez, peut-être pas? Je passe par Mathieu, c'est tout. D'accord, ok. Logiquement, après, je ne connais pas votre dossier, je vais voir avec Mathieu. Logiquement, en fait, on doit avoir un numéro de SIRET. C'est obligatoire. En fait, parce que nous, si on dépose. En fait, pourquoi on a un numéro de SIRET? Parce que si vous êtes au moins au réel, en micro, c'est un peu différent. Et si vous êtes au réel, on doit déposer un document fiscal auprès des impôts. Et ce document fiscal auprès des impôts, on peut le déposer que sur un numéro de SIRET. En fait, si on n'a pas de numéro de SIRET, on envoie une bouteille à la mer, en fait, les impôts vont pas la réceptionner. C'est pas mal. Donc, admettons que je crée une SCI pour le meublé. Oui. Est-ce que la SCI doit racheter Ah, là, effectivement, là, c'est le capteur. Comme là, vous avez bien à titre personnel. Vous dites, bon là, demain, j'ai plus envie d'avoir ce bien à titre personnel, j'ai envie de le placer dans une SCI. Parce qu'effectivement, il faut le vendre. L'apport est une vente? L'apport, après, là, j'ai pas le. C'est plutôt un notaire qui peut vous dire. En fonction si ça de l'emprunt ou pas, mais pour moi, l'apport, en tout cas, il y aura que le droit d'enregistrement payé. Plus 4,5, mais pas 7. C'est peut-être c'est Catherine, il y a quand même un frottement fiscal par rapport à ça. Il y a un Après, l'apport, effectivement, ça limite dans ces cas-là le frottement fiscal. Par contre, on ne se refinance pas à titre personnel. Oui, c'est vrai quand il y a de la dette après. L'avantage, c'est vrai, là, parce que justement, en fait, si mettons, vous avez, vous voyez, j'ai conservé votre mobile vaut 100 000 euros, qu'il n'y a plus d'emprunt dessus, le fait effectivement qu'il y a deux possibilités, je ne vais pas évoquer, mais ce bien-là, vous l'apportez, vous créez une SCI, vous l'apportez à la SCI. Là, l'avantage, il n'est plus à vous à titre personnel. Par contre, vous avez, en contrepartie, vous n'avez pas du cash, vous avez des parts de SCI. Mais effectivement, je pense que les frais notaires, au lieu d'avoir des frais notaires de 7%, les frais notaires de 4%. C'est bien. Par contre, je trouve que en fait, l'inconvénient, c'est que vous n'avez pas, en face, vous n'avez pas récupéré le cash. Alors que si vous vendez le bien, on va considérer que vous avez une durée, vous avez plus longtemps, donc il y a peu de plus-value. Là, vous le vendez à la société. Effectivement, vous ne payez pas 4%, vous payez 7% d'enregistrement. Déjà, l'enregistrement, ce n'est pas vous qui payez directement, c'est la SCI. Donc, c'est une charge pour la SCI après. Donc, voilà. Et l'avantage, c'est que vous pouvez récupérer 100 000 euros de cash pour vous à titre perso. Et si vous avez un projet perso, vous pouvez vous refinancer. C'est ce qu'on appelle, dans un jargon plutôt financier, c'est ce que les gens font parfois quand ils ont des boîtes, des OBO, LBO, on fait en fait sur l'immobilier. Après voilà, ça se mesure, ça se calcule, il y a des avantages, des inconvénients, c'est pas faire à tout prix. Mais quand même pas les rachats soi-même. Ça dépend ce qu'on met en face, ça dépend du projet derrière. Si effectivement, tu vas voir ta banque qui dit voilà, je vends un appartement qui vaut 100 000 euros, vous allez faire quoi? J'ai parti faire le tour du monde avec. Bon, je suis pas sûr que la banque va trop apprécier quoi. Mais ce qui sur les 100 000 euros, Faut inviter le banquier. si 100 000 euros, tu remets 50 000 euros bloqués chez vous après. Ça dépend de la structuration, voilà, du sujet quoi. Donc, on peut amener un bien dans une SCI qu'avec que les frais de notaire, sans le revendre. Ça c'est possible. On peut faire d'accord. Dans une vision de patrimoine et de pouvoir léguer à ses enfants, et d'entrer les enfants dans la SCI tout de suite. Parce qu'il y a une histoire de valeur de la SCI au départ. Comment ça se passe ça? Parce qu'on peut très bien avoir une valeur de SCI qui est assez basse, et en fin de compte, quand on va léguer aux enfants, on part sur cette base-là. En fait, le sujet, c'est plutôt au démarrage. Au démarrage, vous créez une SCI avec un capital de 3 euros, vous et vos enfants, je ne connais pas, voilà. Ouais, d'accord. 3 euros, le SCI vaut 3 euros, vos enfants ont un tiers des parts, parce qu'ils ont apporté 1 euro. La SCI s'endette, elle va en prendre 100 000 euros pour acheter l'appartement de 100 000 euros, parce qu'effectivement, à terme, les enfants, ils auront un tiers de la SCI. Par contre, ça c'est quand on est au démarrage du financement. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous créez une SCI, 3 euros, vous et vos enfants, et vous apportez un bien qui vous est propre aujourd'hui à la SCI. Ce bien vaut 100 000 euros. Bah, vous aurez 100 000 parts, et vos enfants, ils n'auront plus que 2 parts.
Je sais pas si je suis. Oui. Donc, en fait, Ouais. en fait, si vous continuez après, là, je vais faire un point avec Mathieu, où là, j'ai pas le cas de figure vous concernant, mais c'est-à-dire que si effectivement vous, c'est un sujet que vous pourrez transmettre à vos enfants, ce que je dis, c'est générique, hein, pourquoi pas effectivement faire une SCI, vendre le bien à la SCI, comme ça, la SCI fait un emprunt, vos enfants ont une part chacun et vous une part, donc vous avez chacun un tiers, et vous, à titre personnel, vous récupérez 100 000 € de cash pour faire d'autres sujets. Parce que le but, c'est de trouver une solution Mm. pour donner le moins possible. Et voilà, déjà, c'est pas là, à deux ensemble, on va pas la solution maintenant, mais en tout cas, et tous les sujets de transmission sont pas un peu de transmission, c'est vraiment ces sujets, comme vous dites, qui s'anticipent, et c'est pas le jour où il y a quelque chose, en fait, qu'on se dit, ah bon, on va commencer à réfléchir, parce qu'en fait, il est trop tard. Donc là, ça appelle une réflexion à creuser en fonction de comment vous êtes organisé, de vos souhaits, de chaque client, c'est des souhaits différents, du nombre d'enfants, comment on va gérer. C'est vraiment avec un appartement ou une maison ou un bien qu'on a depuis plus de 30 ans, au moins. Pour la plus-value exonérée? Ouais. Ah non, parce que la plus-value, j'ai pas fait le détail ici, mais quand on paye la plus-value, il y a deux taux, il y a un taux à 19% et un taux qui s'agit CRDS, et au plus on avance dans le temps, au plus on a un abattement fort. Après, j'ai pas la règle précisément en tête, mais à partir d'une vingtaine d'années, on a déjà une migration relativement forte. Et après, ça dépend parce qu'il y a des biens qu'on a pu acheter il y a 15 ans, 100 000 €. En fait, aujourd'hui, ils valent peut-être 130 000 €. Donc la plus-value n'est pas très forte. Ouais, c'est l'abattement par durée, c'est 6% de la cinquième année. Ouais, c'est vrai. Sur ce genre, il ne faut pas rester. Parfois, je dis à des clients, ça fait toujours mal de se sentir de payer les plus-values. Il faut mieux payer les plus-values maintenant. Parce que demain, ça peut être pire. Parce qu'aujourd'hui, l'abattement, c'est 30 ans. Il y a quelques années, c'était 15 ans. Qu'est-ce qui dit que ça peut être 50 ans? C'est un point important, ça, mais c'est une question que j'allais peut-être poser. Je pense, je vais avoir votre avis, que la fiscalité personnelle manque plus que la fiscalité IS. C'est un vécu, c'est pas une générale. C'est sûr, aujourd'hui, c'est même le contraire. Aujourd'hui, la fiscalité professionnelle, quand on dit professionnelle, c'est l'impôt société, 15%, c'est 25%. Avant les 25, c'était 33%. Elle a même plutôt baissé. Alors que la partie personnelle, tout ce qu'on voit, elle va augmenter. Et finalement, on a la question de dire est-ce qu'il pourrait, mais je ne pense pas, à terme, dissocier des taux d'impôt sur les sociétés pour l'exploitation, pour les commerciales, versus du mobilier. Je ne pense pas, ça me paraît très complexe. Et donc, par rapport à ça, si on vient tirer le fil, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la structuration à l'IS est plus sécurisante que la structuration à l'impôt sur le revenu. Parce qu'on est moins lié aux aléas. Et en plus, aujourd'hui, la difficulté de l'impôt sur le revenu, c'est qu'effectivement, les tranches montent en permanence. La CSG-CRDS, un taux de 17,2, qui à l'époque, il y a 30 ans, était un impôt provisoire pour renflouer la sécurité sociale. Pour le mot provisoire, c'est pas. Moi, en tout cas, mon raisonnement que j'ai, mais qui est peut-être un petit peu basique, entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la société, moi, je préfère ne pas m'accourir aujourd'hui, donc plutôt être à l'IS. Et effectivement, si dans X années, je viens vendre le bien que j'ai, si je le vends très bien, entre guillemets, ok, je paierai l'impôt, mais je paierai l'impôt sur quelque chose que j'ai vendu. Parce que le risque, si je mets de l'autre côté, des gens qui disent, bah, je fais l'impôt sur le revenu, parce que j'espère faire une grosse plus sur mon bien. Ok, tous les ans, ils vont avoir la trésorerie. Au bout de 30 ans, on va dire, qu'ils vendent leur bien, ils pensaient faire une plus-value. À ce moment-là, le marché se retourne. Ils ne font pas de plus-value. C'est-à-dire qu'ils ont parié sur quelque chose sans avoir le montage derrière. Donc moi, mon raison, c'est de dire aujourd'hui, essayons de payer le moins possible. Dans 30 ans, on verra. Un client qui me disait, en tout cas c'est pour la génération d'après, il me dit bon, chaque génération suit sa peine, la génération d'après elle verra sur ce sujet-là. C'est vrai. C'est peut-être faux, mais c'est un mensonge. Et j'oublie, impossible de savoir effectivement déjà qu'est-ce qui va se passer en 2025. Donc on peut dire que dans 30 ans, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est intéressant tout ça, mais c'est juste la page d'avant. Quand vous présentez l'offre de service,
c'est une vraie nécessité qu'on a de l'immobilier hors résidence principale, de mettre des chiffres, d'anticiper. Il y a trop, ça c'est mon appréciation, il y a trop peu de personnes qui font ça un peu de manière simple, alors que c'est toute une mécanique. Si vous remettez un peu la page précédente, juste avant, voilà. La prise de décision, enfin, c'est pas où on fait la location nue ou meublée, choix du régime fiscal. Après, le dossier de financement, ça, c'est moins voilà, l'accompagnement du choix, ça c'est après très, très personnel. Mais le premier point, c'est fondamental, d'essayer de projeter des chiffres, pas simplement maintenant, mais presque un peu sur toute la vie. Ouais, c'est projeter les chiffres et projeter également comment on voit les choses aussi sur la structuration interne. C'est les deux. Parce que le montage, c'est bien, mais c'est ponctuel. L'accompagnement du choix, c'est ponctuel. Sélection du partenaire, c'est ponctuel, ça aide, hein, c'est important. L'assistance, ça, c'est permanent. Mais le premier point, c'est vrai qu'on dira. Tout ça s'en découle. C'est bien ça, c'est la synthèse de tout ce là-dessus. Donc, et après, effectivement, il y a des choix effectivement qui sont. Quand on est à l'IS, c'est forcément irrégulier, mais après, il parle dessus aussi d'arbitrage, comme on a vu déjà, des gens qui ont des choses à titre personnel. Est-ce que c'est intéressant de les remettre dans une société à l'IS? Ouais, il y a des avantages et des inconvénients, mais c'est fini par rapport à ça, je suis d'accord aussi que ça prend des marges. Si le premier point est mal fiscé, après tout ce qui en découle, il est mécaniquement mal fiscé. Pour que la SCI fasse un emprunt, il faut que les différents associés soient en mesure. On ne peut pas être le seul à pouvoir rembourser l'emprunt. Si on met des enfants qui n'ont pas forcément de revenus, mais deux enfants qui n'ont pas forcément de revenus, des enfants jeunes, ils sont nés. Voilà. Comment la SCI emprunte je prends un exemple ça, je pense que elle achète un appartement de 210 000 €. Si la SCI a les capacités, si le loyer couvre les chances d'emprunt, il n'y a pas de difficulté. Mais les garanties sont prises sur. Après, c'est une négociation, en fait, ça dépend du relation que vous avez avec le banquier. Chaque cas de figure est différente. En règle générale, dans les banques, il y a deux cas de figure. Soit il y a déjà un antécédent et la banque dit ok, c'est un financement pas trop risqué, je ne prends pas de garantie personnelle, je prends qu'une hypothèque sur le bien. Première possibilité. Deuxième possibilité, ce qui est le cas plus classique, la banque va déjà vous demander au moins l'apport des frais notaires et des frais d'agence. Et parfois, en fonction des cas de figure, effectivement, elle va vous demander une caution personnelle. La caution personnelle sur les enfants, je ne vais pas dire qu'elle ne vaut rien, mais voilà, donc elle va demander sur vous. Et après, il y a des montages où parfois nous met ça en place, et en fonction des sujets, c'est parfois effectivement on fait une SCI détenue par le holding, et dans ce cas, en fait, la banque considère que c'est plus du patrimoine, c'est du professionnel, et dans ce cas-là, par ce montage-là, elle ne demande pas de garantie. Et par exemple, l'inconvénient, c'est qu'au lieu d'avoir un financement sur une durée de 20 ans, on passe sur un financement d'une durée de 15 ans. 15 ans. Donc voilà. Et après, chaque banque a ses conditions aussi par rapport à ça. Là, ce que je dis, c'est du passé. Après, voilà. Mais, moi, je sais que de façon globale, après, c'est pas toujours possible, je suis toujours assez frileux de donner trop de garanties personnelles. Parce que si demain, ce qu'on appelle le montage vient en difficulté, avec super garantie personnelle, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir contre votre maison. Après, il y a des cas de figure où c'est pas possible, hein, chaque cas est différent, mais quand et souvent ce que je dis à les clients, il y a des clients qui me disent « Oh, super, j'ai eu un taux à 3,20, c'est magnifique. » En fait, aujourd'hui, le taux à 3,20, je m'en fous. Quoi. Quelles sont les garanties que la banque t'a données? Je préfère avoir un taux à 3,50 et pas de garantie personnelle qu'un taux à 3,20 avec une garantie personnelle. Parce que le taux, entre guillemets, ça joue, mais c'est pas. Et en fait, les gens souvent ne jurent que par le taux. En fait, le taux, c'est une des hypothèses de l'emprunt. Voilà, c'est une question. Alors, une petite question après, j'espère quand même. J'ai une petite question. Juste, lorsqu'on fait des démembrements pour les enfants sur des biens, comment ça se passe au niveau après pour l'ISF C'est le nouveau propriétaire qui. Du usufruitier, qui paye. En fait, c'est toujours les parents qui gardent
l'IFI à l'argent. Pour la totalité. Pas de détail. Ce serait trop simple, entre guillemets. Et après, sur la partie IFI, mais après, il y a des abattements. Quand le bien loué, on abat une partie du bien. Quand le bien de notre société, on peut également abattre. Donc, en fait, il y a différents mécanismes. Les crédits. Pardon ? Quand il y a des crédits sur le. Oui, ces crédits, forcément, sont déduits déjà. Et après, on vient également abattre. En fait, on considère qu'un bien loué n'a pas la même valeur qu'un bien vide, parce qu'il est moins facilement cible. Et c'est toujours important, c'est peut-être juste pour comme ça par rapport à ça, mais sur l'IFI, pas mal de clients s'en font un peu un an en disant ah, j'étais à l'IFI, ça va être horrible, j'ai payé des dizaines de milliers d'euros. Bon. J'espère que chacun paiera des dizaines de milliers d'euros à terme de l'IFI, mais voilà. L'IFI, quand on rentre au démarrage, il y a quand même. C'est quand même pas des taux très forts. C'est pas non plus confiscatoire. Parce qu'il faut bien avoir en tête, hein, si vous ne déclarez pas. Certains clients disent non, moi je n'ai pas déclaré l'IFI, je sais que je suis au-dessus, mais je ne déclare pas. En fait, quand on déclare pas l'IFI, quand on déclare l'IFI et qu'on a des valeurs trop faibles, il peut revenir 3 ans en arrière. Quand on ne déclare pas, il peut revenir 6 ans en arrière, même voire 10 de mauvaise foi. Donc, moi je préfère dire autant aller payer 500 € d'IFI par an, au moins on a pris date, que dire non, je ferme les yeux, je ne peux pas l'IFI, et le jour où ils arrivent, on ramasse quoi. Plus la pénalité de 80%. Et pareil sur l'IFI, il faut toujours être raisonnable, parce que quand tu as des clients sur l'IFI, ils m'évaluent des biens comme si c'était encore enfant. Bon, je leur dis, c'est un petit peu limite quoi. Ouais. Puis ça bloque toute opération après. Et après sur les suites de transmission, tout ça. Si vous êtes qualifié à 100 et que sur un refinancement ou une cession vous êtes à 400, vous avez un petit verre rouge qui s'allume à ce moment-là. Tout d'un coup, le bien fait beaucoup de valeur. Très bien. Très bien, merci d'être venu. Juste conférence, on verra le support. S'il y a des questions, je reste à votre écoute ici. Sinon, soit avec Mathieu pour ceux qui sont un peu sur le.